souhaite la plus cordiale des bienvenues. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers adhérents, bonsoir et merci d'être ici, surtout par le temps qu'il fait actuellement. Vous me voyez vraiment heureuse de me présenter devant vous, mais surtout de pouvoir partager avec vous le premier bilan d'activité annuelle de notre association réalisé avec l'équipe présente ici à mes côtés. Alors avant de commencer, je voudrais vous présenter les membres du conseil d'administration. Je commence par moi, Nouria Kassel, membre du conseil d'administration et présidente d'association. Rachid Kahil, vice-président. Yasmina Belash, secrétaire. Yassine Silhadi, notre trésorier. Et j'ai aussi les membres fondateurs de l'association et qui sont aussi des conseillers. J'ai Wali Fodil, Morad Ouchia, vous levez juste la main s'il vous plaît, et Nassim Benchiel. Alors avant de commencer, je voudrais proposer comme président d'association, enfin pas président d'association, c'est mon président de l'Assemblée, Wali Fodil. Est-ce qu'il y a un appuyeur dans la salle s'il vous plaît? Ok, c'est correct. Il y a Nadia Bensari. Ok. Madame Boussi, c'est votre conjoint qui est dans la salle. Et est-ce qu'il y a un appuyeur? Nima. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici dans la salle qui voudrait proposer un autre président d'assemblée? Donc, je propose, alors Wali, il est nommé président d'assemblée par acclamation. Donc, merci. Bonjour, merci d'être venu en ce jour quand même assez froid, de me consacrer une partie de votre fin de semaine. Est-ce que ma voix est peut-être suffisante pour que j'utilise? Je pense que c'est suffisant. Non, le micro. Alors, je me répète, donc merci d'être venu si nombreux en ce jour de samedi. Une partie de votre fin de semaine que vous me consacrez, cela est pour nous un indice, un signe d'encouragement. Donc, je me sens évidemment honoré de présider cette première assemblée générale et, comme de coutume, donc, on a une démarche à faire pour vous présenter les états de cette association. Donc, je commence par faire évidemment une lecture de l'ordre du jour, mais auparavant, évidemment, nous avons le constat. Donc on voit que le constat est présent. Cette assemblée, donc, on va la dire, elle va se dérouler de la façon suivante. Donc, tout à l'heure, une fois qu'on aura constaté officiellement le Coran, on procède à la lecture et à l'adoption de l'ordre du jour. Ensuite, on fait la présentation du maillon solidaire. Je demanderai à la présidente en exercice de nous faire une présentation de ce que le maillon solidaire, étant donné que c'est notre première année d'existence. Probablement qu'il y a des invités parmi vous qui n'ont pas eu l'occasion de nous en parler davantage, pour en parler davantage. Et nous allons passer aussi au bilan des activités, donc ce que l'association a réalisé au cours de l'année. Puis on parlera également du bilan financier de notre première année toujours. Puis on avait prévu à l'ordre du jour l'élection de nouveaux membres au conseil d'administration et on avait donné comme date limite le 9 novembre. Et jusqu'au 9 novembre, même jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas eu de proposition de candidature, donc il n'y aura pas d'élection. Évidemment, vous pouvez toujours nous poser vos questions durant la présentation, mais il est souhaitable peut-être de les laisser en dernier. Et puis en fin de compte, on fera la levée de cette auguste assemblée. Donc le quorum est constaté, je déclare l'assemblée ouverte. Mais est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui adopte, enfin, je propose pour adoption évidemment cet ordre du jour, est-ce qu'il y a un second? Je fais la proposition, j'ai fait la lecture de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'appuie? Merci. Voilà, donc sans plus tarder, je vais demander à Madame Nouria Kassel, la présidente en exercice, de nous faire une présentation de ce qu'est le maillon solidaire, l'association d'aide à l'urgence. Avant de commencer, je voudrais proposer notre juste secrétaire d'assemblée. Je propose notre juste. Est-ce qu'il y a un appuyeur dans la salle, s'il vous plaît? Oui, parfait. Donc, notre juste secrétaire d'assemblée. Merci. Alors, pour le plan d'aujourd'hui, alors on va avoir.
Les membres du conseil d'administration, je les ai présentés. On va voir les membres du comité exécutif, notre histoire, notre mission, nos valeurs. On va parler de notre approche. Je vais aussi vous parler de notre structure et fonctionnement, le rapport des activités, et on va finir avec un état financier. C'est léger quand même. Alors pour les membres du conseil d'administration, je les ai déjà présentés. Je vais aller directement avec les membres du comité exécutif. En fait, c'est les membres du conseil d'administration qui font partie du comité exécutif. Louia Kassed, présidente, Rachid Kahil, vice-président, Yasmina Belache, secrétaire, et Yassine Silhadi, trésorier. Alors, pour notre histoire, l'association d'aide anonyme Le Maillon Solidaire est un organisme à but non lucratif et à vocation socio-humanitaire. C'est fondé en 2017 par des citoyens désireux d'aider leurs concitoyens les plus vulnérables. L'association d'aide anonyme Le Maillon Solidaire œuvre sur deux axes principaux. Le premier, c'est d'offrir des services gracieux d'accompagnement, de référence et d'assistance à des personnes aux prises avec des maladies ou des souffrances ou qui souffrent d'isolement social. Et le deuxième point qui est important pour nous, c'est initier et impliquer nos jeunes bénévoles dans l'action humanitaire à travers des activités stimulantes et apprenantes. Le lancement de notre association, il y a certaines personnes ici qui voulaient que je revienne un petit peu sur l'histoire de notre association. Donc, sans prétention aucune et vraiment en toute modestie, je vous dirais que individuellement, les membres du conseil d'administration ou alors les membres fondateurs, on activé de notre côté. Chacun d'entre nous avait ses propres connaissances, il essayait de faire du bien autour de lui. Et à un moment donné, on s'est dit, puisqu'on est tous venus par le même désir de vouloir faire du bien, alors pourquoi pas nous organiser comme association? Et c'est comme ça que l'idée est venue. Donc pour mieux définir nos valeurs, notre mission, et aussi structurer nos actions. C'est comme ça qu'on a décidé de faire notre association. Et je vous dirais, pour monter l'association, c'était quand même un peu difficile, c'est plus beaucoup de réflexion, beaucoup de rencontres. On a passé l'année 2017 à débattre sur des statuts, des objectifs à poursuivre. On a eu plusieurs CA. Vous savez, tout le monde ici autour de moi travaille à temps complet. Donc on fait ça les fins de semaine. Et même les fins de semaine, la plupart ils ont des enfants qui ont des activités, donc c'est les fins de semaine le soir. Donc on commençait des fois à 5 h de l'après-midi. Et ça nous est arrivé, on finit minuit, 1 h. Notre record, je pense, moi je l'ai noté, c'était à 3 h moins quart du matin chez moi. Il y avait une tempête et elle habite à de Montagne. C'est lui qui habite à Belle. C'est pour vous dire, il y a aussi cette notion de distance. Ces gens-là, ils habitent loin, mais malgré ça, notre siège social est à Laval et pourtant ils se déplacent et ils sont là. Merci. Mais malgré tout ça, c'était quand même une excellente expérience de partage de points de vue, un bel exercice de démocratie et de collégialité. Je pense qu'on a appris beaucoup. Notre mission, c'est d'accompagner les personnes à travers les épreuves liées au deuil et aux maladies par un réconfort chaleureux. Briser l'isolement des personnes démunies. Et aussi, c'est de pouvoir aussi miser sur nos jeunes, les valeurs morales de bonne conduite, de leur inculquer les valeurs de bonne conduite et de solidarité humaine et les impliquer à jouer un rôle de citoyen positif. Nos valeurs, en fait, nos valeurs, ce sont celles qui nous ressemblent le plus, qui se collent le mieux à notre mission. Le choix des valeurs a été longuement réfléchi. Je pourrais vous dire que c'est une partie qui a pris le plus de temps pour nous. Parce qu'en fait, les valeurs, on s'est dit, si on ne s'entend pas sur les valeurs, à un moment donné, cette association n'ira pas loin. Qu'est-ce qui nous rejoint le plus? Et là, il nous a fait un exercice où il nous a ramené plein de petits papiers qui remplissaient toute la table de valeurs. Il nous a dit, choisissez des valeurs. Oh my God. Comme par hasard, toutes ces valeurs-là, on se trouvait à travers toutes ces valeurs-là. Parce que c'est des belles choses et l'humain, il est stylé. Des fois, on voit un petit peu nos défauts, donc on s'est dit, ok, on est à l'aise avec tout ça. Et on devait faire un exercice, on procédait par élimination, où on devait choisir tant de valeurs, puis ça diminuait, jusqu'à où on est abouti à 5 valeurs qui sont ici,
Puis sérieusement, les 5 ont été notés et gardés par chaque membre du conseil d'administration et les membres fondateurs. Donc c'est l'altruisme, le dévouement. Et comment on veut faire ça? Vraiment, on veut le faire dans l'intégrité, le respect et la tolérance. Je voudrais peut-être une petite parenthèse par rapport à la tolérance, c'est que d'accepter l'autre, sans juger l'autre, et une aide non conditionnelle. C'était un point, c'est la tolérance, je vous rappelle, ça a été... c'était un point qu'on a débattu longtemps. Et qui avait fait l'unanimité. Rapidement, tout à fait. Alors, pour notre approche, c'est de former un réseau de solidarité et d'entraide au service des citoyens fragilisés par la maladie ou qui sont socialement isolés. Et c'est aussi le principe du maillon, c'est de permettre à d'autres personnes de faire du bien. Oui, c'est vrai que nous, on a réfléchi comment bâtir cette association, mais vraiment le but du maillon, c'est un peu vous et les autres qui vont peut-être se rejoindre à nous à un moment donné, on souhaite que vous allez vous rejoindre à nous. C'est ça, c'est de permettre à tout le monde de faire du bien autour de nous. Apporter un soutien approprié aux besoins exprimés dans le respect de l'intimité et de l'intégrité des gens. Créer des conditions de socialisation et de répit pour les familles. Apporter une présence rassurante et réconfortante et fournir conseils et références aux personnes éprouvées. Et c'est aussi encourager l'expression de bienveillance chez les jeunes bénévoles. Vous allez voir qu'à chaque fois, je vais revenir aux jeunes. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font avec les jeunes. Là, je vais vous expliquer notre organigramme et la structure et fonctionnement de notre association. On a le conseil d'administration, le comité exécutif, il fait partie du conseil d'administration. Et le comité exécutif, il est appuyé par 4 comités. Le premier, c'est le comité d'adhésion. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ce comité-là? C'est que les gens qui sont dans ce comité-là, ils sont responsables du recrutement. Ils font quand même une entrevue aux futurs bénévoles. Et aussi, ils prennent en charge aussi la démarche auprès des autorités pour les vérifications d'antécédents judiciaires. Je voudrais peut-être une petite parenthèse par rapport à ça. En fait, on a décidé aussi de procéder de cette manière, de vérifier les antécédents, parce qu'on veut protéger nos bénéficiaires. Et aussi, on veut protéger aussi notre association. Et en plus de ça, on a beaucoup de jeunes autour de nous, et donc on veut s'assurer que les gens qui s'approchent de nous, plus précisément des jeunes, ils n'ont pas d'antécédents. C'est dans cet aspect-là qu'on a réfléchi à ça. On a géré directement au niveau du comité d'évaluation. Le comité d'évaluation, il est fait pour le moment, il y a moi et Wally, on est dans le comité d'évaluation. C'est un comité, on se déplace chez les gens, ça dépend de la personne où est-ce qu'elle est. Est-ce qu'elle est hospitalisée ou elle est chez elle. Et à partir de ce moment-là, on fait l'évaluation. Ce bout-là, il est très très important parce que c'est à partir de l'évaluation que tout va découler par la suite. Pourquoi je dis aussi c'est important? Parce qu'on s'est retrouvé non seulement faire de l'évaluation, mais essayer de changer les mentalités. Et ça, c'est un peu difficile. Parce que les gens qui nous réfèrent des cas, le premier appel, quand ils m'appellent, ils me disent ben, il y a quelqu'un qui a besoin d'argent. C'est comme pratiquement 1 sur 2, c'est tout le temps comme ça. La personne a besoin d'argent. Et quand on se déplace et puis qu'on commence à faire l'évaluation, c'est pas forcément un besoin monétaire. Vraiment pas forcément. Il y a plusieurs autres aspects à évaluer que de... Ça se peut qu'on va tomber sur un cas où le besoin il est monétaire et à partir de ce moment-là, on va l'aider. C'est sûr, on n'est pas financé, on n'a pas un financement. Ça a toujours été une cotisation entre nous, les membres du conseil d'administration et les fondateurs et les quelques bénévoles qu'on a autour de nous. Mais c'est ça. Donc, ce qui fait, il y a aussi un aspect de changer les mentalités. Et quand on fait l'évaluation des besoins, à partir de ce moment-là, on prend le cas et on le ramène au conseil d'administration pour qu'ils soient informés de ce qui se passe. Et là, à un moment donné, on va le transmettre au niveau du comité des bénévoles pour l'assigner à un bénévole ou 2. Généralement, on essaye vraiment de ne pas mettre trop de bénévoles sur un cas parce qu'on veut qu'il y ait un lien qui se crée entre nos bénévoles et les bénéficiaires pour pouvoir faciliter le suivi. On les voit, hein, moi je suis infirmière en fait de profession, puis je vois mes patients quand le matin ils voient une infirmière, l'après-midi une autre, la nuit, puis le lendemain matin une autre infirmière, puis ils se plaignent. Mais pourquoi c'est tout le temps, ça change d'infirmière et tout? C'est sur les ressources, ils sont ce qu'ils sont aussi. Alors ça c'est vrai, c'est difficile pour la personne quand elle voit trop de personnes autour d'elle.
parce que la personne elle doit raconter sa vie, des fois, on essaie vraiment de maintenir les mêmes, on assigne les personnes. Et ça ne veut pas dire que si l'évaluation de cas a été faite, on ne refait pas une autre évaluation. Si la situation de notre bénéficiaire a changé, elle a évolué en bien ou en pire, ben on va refaire une autre évaluation pour adapter les ressources et les besoins. On a les comités d'événements. Le comité d'événements, lui, il propose des actions pour justement concrétiser notre double mission qui est briser l'isolement et impliquer les jeunes. Donc à travers ça, il y a les activités qu'on fait en groupe, c'est le comité qui le propose. Merci. Je pense que vous êtes rendu maintenant. Présenter le bilan des activités. Et ça, c'était la présentation en fait de ce que le conseil, de ce qu'est le maillon solidaire. Je ne sais pas si à cette période-là vous avez des questions, s'il y a une curiosité quelconque que vous voulez satisfaire. Oui. Moi, je vais poser une question. Est-ce que les gens qui sont membres de cette association, est-ce qu'ils sont formés? C'est-à-dire, parler avec un malade, savoir parler avec un malade ou bien avec quelqu'un qui a perdu un cheval. C'est pas évident est-ce qu'ils forment des gens? C'est une excellente question et effectivement, je vais l'aborder. Justement, on va l'aborder au cours du prochain, donc je demande immédiatement à Mme Ouria, la présidente, de continuer avec le bilan des activités. Alors, je voudrais juste vous dire que cette première année est particulièrement cruciale pour notre association. Un travail important et colossal qui a été fait et effectué par les membres du conseil d'administration, les bénévoles et les fondateurs aussi de l'association pour mettre les assises et s'assurer du bon fonctionnement de notre association. Le 24 novembre 2017, on a fait l'enregistrement de notre association. Le 10 février, on a fait l'activité du lancement officiel de notre association. On a, du point de vue communication, il y a un site qui a été créé pour l'association, c'est www.maillonsolidaire.ca et une page Facebook. Pour la page Facebook, c'est sûr que pour ceux qui nous suivent, ils vont se dire, parce que j'ai eu quand même des commentaires pour me dire, mais votre page, elle est plate un petit peu, notre page Facebook, parce qu'on ne l'anime pas. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas l'animer, mais parce qu'on a décidé ensemble qu'on ne mettra pas les cas de nos bénéficiaires. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui est malade pour dire que la personne est malade et là, jamais vous allez voir ça. Il y aura peut-être deux choses que vous allez voir, que ça va revenir. Quand il y a un décès, on met le décès, puis que les gens puissent y aller faire leurs derniers adieux. Et même ça, je demande toujours la permission des parents. Et l'autre chose, c'est les activités en groupe. Ça, par exemple, on le met sur Facebook parce que on est là, puis tout le temps, les activités, on essaie de les faire dans un esprit, dans le fun quelque part. Et donc, c'est pas écrit sur le front de personne qui est qui. Donc, ce seront juste les deux choses que vous allez voir sur le Facebook. Donc, jamais les cas de notre... je dis jamais. Peut-être un jour, on va le mettre parce qu'il arrive quelque chose de très important où on a besoin vraiment de le publiciser, ou c'est la famille peut-être qui va le demander, qui va insister. Mais d'emblée comme ça, pour passer sur le Facebook, non. C'est pas nous. Donc, c'est ça. Et on a élaboré, on a fait l'élaboration de la charte de l'association et son adoption par le conseil d'administration. Et on a élaboré aussi le code de conduite de l'association et son adoption. Les deux, ils sont publiés sur le site de l'association. Les membres de l'association sont régis justement par ce code. C'est un guide de référence. Ça passe pas, je pense. Non. J'essaie, mais... C'est un guide de référence en termes de rôle et responsabilité afin de mieux justement encadrer nos interventions. Est-ce que ça va jusque-là? J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Le code de conduite, est-ce que c'est les règlements généraux ou c'est deux choses différentes? Je laisse Excusez-moi, j'ai pas compris la question. Le code de conduite, est-ce que c'est les règlements généraux ou vous avez les règlements généraux à part et le code de conduite à part? Oui, c'est un code différent parce que il s'adresse quasi exclusivement aux bénévoles, donc surtout aux intervenants, aux membres intervenants auprès des personnes, auprès des bénéficiaires. Donc il y a une différence entre les deux. Il y a une charte de l'association, elle s'applique un peu sur l'ensemble, sur l'association, sur son fonctionnement, sur ses raisons d'être, etc. Mais le code, c'est comme une sorte de code de déontologie. Donc il s'adresse aux intervenants pour mieux encadrer leur activité et pour
surtout pour nous, pour pouvoir pour nous assurer que les valeurs de l'entreprise sont en exercice à chaque fois qu'il y a une intervention, notamment en ce qui concerne la confidentialité des cas J'ai posé la question parce que vous disiez tout à l'heure que c'est le code de conduite qui détermine les obligations et les responsabilités du conseil d'administration. C'est ce qui m'a porté à C'est la charte. le code de conduite pour l'ensemble. vous avez raison, merci pour cette précision, je crois que c'était juste un lapsus. Effectivement, le code de déontologie ne régit pas le fonctionnement du conseil d'administration. Celui-ci est régi plutôt par la charte. Merci pour la question. Alors, on va poursuivre avec les faits saillants. En fait, on a mis en place les 4 comités que tout à l'heure j'ai abordé avec vous, l'organigramme et ses structures et fonctionnement de notre association. On a aussi fait la conception d'une formation, monsieur m'a posé la question, pour les bénévoles de l'association. Je voudrais peut-être une parenthèse par rapport à la formation. C'est sûr que ça aussi, c'est un bout qui nous a pris beaucoup de temps. Je pourrais vous dire que la formation, c'est moi qui l'ai montée aussi, principalement avec les séminaires. On a remarqué, on a eu quelques décès, puis je n'ai pas intervenu les premiers temps, on a eu quelques décès, puis on a vu les bénévoles intervenir. Puis je suis restée de loin et j'observais. C'est sûr que j'ai quand même eu une petite expérience en soins palliatifs, j'ai été infirmière en soins palliatifs, j'ai travaillé longtemps dans ce domaine. Donc, et je voyais il y avait beaucoup peut-être d'incompréhension par rapport à la mort. C'est quoi la mort? Il y a beaucoup d'aspects culturels dont la personne faisait preuve à chaque fois et tout. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas monter cette formation? On l'a montée. Et cette information, c'est une sorte de boîte d'outils. Ça permet à la personne de savoir qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, c'est quoi les réalités, les mythes, comment on approche quelqu'un qui est en fin de vie, les signes, il y a à peu près 7 à 10 signes que la mort approche, puis qu'est-ce qu'on fait quand la mort approche? Les gens généralement ils disent, on ne sait pas quoi faire, alors qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire, et des choses très simples, et quand je leur explique qu'est-ce qu'il faut faire, en fait juste comme ça verbalement, ils disent, oui c'est vrai, mais je n'ai jamais pensé à faire ça. Donc, on a monté cette boîte d'outils et je pense que ça va être quelque chose de très intéressant pour nos bénévoles. Effectivement, on va former tous nos bénévoles et ça, c'est pourquoi on va le former. Parce que non seulement ça va de la crédibilité de l'association, mais c'est aussi, premièrement, donner un bon service, mais aussi de protéger nos bénévoles. Parce qu'on a vu quelques-uns qu'on a permis d'y aller comme ça, sans formation, ils étaient en mode d'empathie. Et c'est quoi? Sympathie, hein. Malheureusement, c'est plus sympathie parce qu'en empathie, on aurait voulu qu'ils soient en mode d'empathie. Ils étaient en mode de sympathie. Et c'est quoi la différence d'empathie versus sympathie? C'est que quand on est en mode de sympathie, c'est qu'on est trop impliqué dans le cas. C'est que ça devient votre maladie, votre souffrance, c'est ma souffrance. Votre douleur, c'est ma douleur. Votre chagrin, beaucoup de chagrin. C'est mon chagrin. Et ces gens-là, après le décès, eh ben, il y en a qui ont passé la fin de semaine à pleurer chez eux. Donc on ne veut pas que ça arrive. Et ce n'est pas ça le but de l'association. Le but de l'association, c'est d'aider les gens, mais on veut retrouver un certain plaisir à faire ça. Et on ne veut pas que les gens tombent malades. Par contre, quand on est en mode d'empathie, c'est l'inverse. C'est que je comprends je ne pourrais pas ressentir ce que la personne ressent. Il y a personne qui peut ressentir vraiment ce que la personne ressent, à part celle qui vit la situation. Mais je suis prête à vous accompagner. Je vais être avec vous. Je n'ai pas la boule de cristal. Je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce qui va y arriver dans une semaine. Mais chose que je peux faire, c'est que je vais être là avec vous et on va y aller jour pour jour et on verra comment les choses vont évoluer. Et je vais avoir une certaine force parce qu'en agissant de cette manière, je me protège et c'est là où je vais être plus rentable pour donner un service. J'ai vécu dernièrement, je vais quand même partager avec vous, j'ai vécu dernièrement le décès d'une amie très très proche qui m'a beaucoup chagrinée. Je l'ai accompagnée pendant peut-être 2 ans. C'était des va-et-vient, elle allait mieux. Et on a eu une bonne discussion moyenne avant son décès. Puis elle m'a dit comment elle voit son décès. Et au moment où le moment est arrivé, peut-être maintenant j'ai plus d'émotion par rapport au moment où le décès est arrivé, je me suis dit, Nouria, tu as 2 choix. Ou tu vas être en mode, c'est difficile, hein? Là c'est autre chose, il s'agit de mon ami. Il y a des sentiments entre nous, c'est pas pareil. Je dis, tu as le choix. Tu vas être en mode de sympathie, tu ne vas pas pouvoir être à la hauteur, réaliser et faire ce qu'elle t'a demandé de faire. Ou je vais être en mode d'empathie
puis je vais être en contrôle de situation et j'aurai tout le temps de pleurer après. C'est sûr que j'ai choisi d'être en mode empathie. Mais quand on connaît le principe, c'est quoi entre sympathie et l'empathie, on va être plus connecté à nos émotions et on va faire attention quand on intervient. On se dit, fais attention. Là, je pense que je suis en train de glisser dans la zone de sympathie. Donc, il faut que je fasse plus attention pour me ressaisir. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé à accompagner mon ami qui était jusqu'au dernier demeure, jusqu'à l'enterrement. Et ça s'est très très bien fait. Et puis je suis vraiment, parce que l'enterrement est passé, tout est fini, mais j'étais très contente parce que c'est quand même difficile. C'est quand même difficile, il faut le dire. Mais ce n'est pas impossible. Et donc, justement, pour répondre à monsieur, moi je suis peut-être bonne dans le mode empathie, sympathie, parce que je suis formatée comme ça et j'ai eu une formation dans ça. Mais les gens, puis c'est pas, ça ne peut pas faire, ok, appuie sur tel bouton, tu vas être en mode empathie, non, c'est avec le temps. C'est avec la formation, on donne des outils. Et nous, on observe entre nous. Quand par exemple quelqu'un me dit, ben, je la vois, je pense qu'elle n'est pas vraiment bien, qu'elle accompagne telle personne, j'interviens quand ça arrive à mes oreilles, j'interviens pour discuter avec la personne. Puis pour essayer de l'aider elle aussi, parce qu'on ne veut pas que nos gens aussi tombent malades à travers ça. Alors, je pense que ça répond à votre question. C'est ça. Et effectivement, on va toutes les former. Tout le monde est content d'être formé. Il y a déjà les membres du conseil d'administration qui ont eu la formation. Et je pense que ça a été comme un bon pour vous, la formation. La formation, voilà, c'est ça, des membres du conseil d'administration et des conseillers sur le volet d'accompagnement. Mise en place d'un plan d'action des activités pour l'année. Alors, sur le terrain, depuis le lancement de l'association, on a pris en charge et on a suivi une quarantaine de cas différents. Les bénéficiaires ont été référés à l'association par ses membres ou des personnes ayant entendu parler du maillon solidaire. La plupart de ces cas ont été accompagnés suite à un diagnostic de maladie grave, un décès d'un proche ou des personnes qui souffraient justement d'isolement social. Un grand nombre de visites qui totalisent 700 heures ont été effectuées. Et quand ont été effectuées auprès des bénéficiaires, soit à leur domicile ou au milieu hospitalier. Et là, j'ouvrais une parenthèse, on a à peu près 34 personnes qui ont intervenu sur le terrain proprement dit. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu... Il faut comprendre aussi qu'on travaille à temps complet. Hein. Tout le monde ici travaille à temps complet, on fait ça les fins de semaine, on fait ça en soirée, jour de semaine. Et puis je peux vous dire, quand on sait qu'on a un cas qui est en fin de vie, là on est vraiment en alerte. Parce que ça c'est comme de l'urgence. Hein. Quand on travaille en soins palliatifs, on nous parle tout le temps de la notion d'urgence. Il y a certaines personnes qui disent, c'est quoi l'urgence quand on est en palliatif? Il y a une urgence. C'est le moment tout de suite. Si la personne elle a besoin de vous, ben, il faut qu'on réponde tout de suite aux besoins. Et on a eu des appels 2h du matin, on a eu des appels à 2h préventifs, on a eu des appels samedi matin très tôt, dimanche matin très tôt. Là, on a pu quand même répondre aux besoins. Donc, peut-être que je vais vous parler un petit peu des exemples d'actions qu'on met sur le terrain. Alors, on établit les liens avec les bénéficiaires pour établir un lien de confiance. La confiance, c'est la clé de tout. C'est très important les premiers temps qu'on ait un bon contact avec nos bénéficiaires. Et c'est pour ça, pour l'évaluation des cas, on est quand même, on essaye de mettre des gens comme, moi j'ai une expertise quand même dans le domaine médical, c'est pour ça que je suis dans le comité d'évaluation. Wally, il a un sens d'observation, puis il est quand même bien structuré, puis il a une belle vision et tout. Donc c'est pour ça que pour le moment on est deux, et peut-être qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont se joindre à nous. Mais c'est très important ce premier contact. C'est très important. Parce que où ça passe, où ça casse. À date, ça a passé. À date, ça a passé parce qu'il faut être juste soi-même. Quand on est soi-même, l'autre, il va le remarquer, il va le savoir qu'on veut juste aider. Alors, et c'est important cette étape-là premièrement d'établir un lien, mais aussi d'évaluer le vrai besoin, parce que je vous dirais qu'on n'a pas le temps à perdre. Quand on se déplace chez les gens, c'est de notre temps à nous. On a des enfants, on a des familles, on a un travail qui ne... Bon, c'est vrai qu'on travaille de 8 à 4, mais plusieurs d'entre nous, ils sont sur le téléphone, ils peuvent travailler le soir. On a des jobs qui peuvent nous appeler aussi à travailler le soir. Donc, d'où l'importance que Moura et Wally qu'on fasse une bonne évaluation pour ne pas perdre du temps
et cibler les vrais besoins. Donc, ça se fait dans ce sens-là. On rassure aussi beaucoup les gens durant les épreuves, surtout quand on sait qu'il y a une maladie grave. Généralement, bon, la personne, elle sait qu'elle est en palliatif et la mort. Il y a personne qui est mort et est revenu nous dire comment ça se passe de leur côté. Les gens ont peur. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de les rassurer, de dire que cette épreuve-là, on va le passer ensemble. De permettre, justement, en faisant ça, on va leur permettre aussi de vivre leur deuil. On fait les visites qu'on fait dans les domiciles ou à l'hôpital, si la personne est hospitalisée, c'est pour permettre aussi l'écoute active, juste écouter. Écoutez pas dans le sens d'écouter pour répondre, parce que des fois on le voit, on remarque certaines personnes, elles écoutent le patient ou la patiente, on dirait qu'elle prépare une réponse, parce que pour elle, il ne faut pas qu'il y ait le silence, ce vide-là. Alors il faut être à l'aise, aussi je l'aborde dans la formation, il faut être très à l'aise avec le silence. Le silence, il en dit beaucoup. Il peut être même thérapeutique. Des fois, la personne n'a pas besoin qu'on lui parle. Combien de fois je sors de la chambre et le médecin vient d'annoncer un diagnostic très grave, je le vois dans le dossier qui vient de lui annoncer. Je rentre dans la chambre, le patient il pleure, je ne parle pas, je suis juste à côté. Quelques temps après, le patient me dit merci, non rien. C'est ça, c'est juste être présent. Il faut être à l'aise avec le silence. Et donc on l'aborde aussi dans notre formation. Puis être aussi aux aguets des besoins. Parce que des fois la personne dit oui, mais elle m'a pas dit qu'est-ce qu'elle a besoin. Mais c'est tellement aussi d'observer. Si on voit la personne, elle a de la difficulté à s'installer dans le lit, il ne faut pas lui attendre de lui dire est-ce que tu veux que je t'aide, dépendamment du lien. Il y en a que c'est difficile de les approcher, il y en a que le toucher c'est facile, d'autres le toucher il est plus compliqué, sauf si on l'aborde au niveau de la formation, mais c'est d'aller en avant et de répondre aux besoins. D'autres exemples, c'est de référer nos bénéficiaires vers les ressources communautaires. Tout à l'heure, j'ai parlé du côté monétaire, je vous ai dit que ça se peut que le besoin il soit monétaire, mais nous, on n'est pas branché, c'est pas parce qu'il y a personne qui a une maladie grave que ça veut dire tout de suite elle a besoin d'argent. Et si elle a besoin d'argent, ben, croyez-moi, on va voir au niveau des ressources communautaires, c'est quoi qu'est-ce qu'ils offrent, puis on va y aller gruger le maximum des ressources communautaires avant d'y aller demander qu'il y ait de l'argent auprès du monde autour de nous. Il faut le savoir, il faut connaître ces ressources-là. Donc on les aide dans ce sens-là. On leur explique aussi les droits de la personne en matière de ce qui est santé, services sociaux. Favoriser une bonne communication avec l'infirmière pivot. Des fois, les patients, la plupart, ils ont une infirmière pivot, mais ils ne connaissent pas vraiment le rôle de l'infirmière pivot. L'infirmière pivot peut jouer un rôle très important dans un cas de fin de vie éventuellement, parce qu'elle fait toutes les démarches pour la personne, mais c'est ça, on les aide à cibler et puis à dire qu'il faut avoir vraiment une bonne communication avec l'infirmière pivot. Ça nous arrive aussi de donner du répit aidant naturel aux besoins. Le répit peut être juste d'y aller, mettons, si elle a un patient qui est malade à la maison, pour lui permettre de sortir et tout. Mais ça nous est déjà arrivé comme de permettre à la personne, il y a des gens qui ont des malades à la maison, qui ont des maladies où ça nécessite un soin spécifique. En fait, ces mêmes soins-là, à l'hôpital, c'est un soin nursing, mais rendu dans le milieu naturel de la personne. On demande à la personne elle-même de donner un médicament, soit une stomie, soit un pansement qu'elle peut le faire elle-même. Donc, ce qui fait que les gens n'osent pas sortir, parce qu'ils ont le répit et tout, mais c'est des répits de gardiennage, ça se fait 2 jours de semaine. Donc, les fins de semaine, ils n'osent pas sortir. Actuellement, c'est moi qui le fais parce que je suis une infirmière, mais je vois déjà là, j'ai quelques infirmières dans la salle. Je ne vous le nommerai pas, mais je vous vois déjà. Alors, c'est bien parce que ça permet à la personne, il peut arriver une urgence fin de semaine. Et certains services de CLSC, ils ne fonctionnent pas les fins de semaine. Donc de pouvoir donner ce répit-là. Oui, comme il me dit Valérie, ça repose un peu trop sur tes épaules, Muriel, mais je sais qu'il y a du monde autour de nous et on va les solliciter. En fait, c'est pas obligé qu'elle soit infirmière, mais c'est juste la famille, quand ils voient que c'est une infirmière, ils sont plus rassurés. Parce qu'il y a quand même certaines techniques. Rendre des visites aux personnes au CHSLD. On a été sollicité par certaines personnes. Puis la beauté de la chose, c'est de ne pas juger. Parce que des fois, on dit, ils ont leurs parents qui sont dans un centre d'hébergement. Ça aussi, il y a un travail à faire au niveau de la culture. Parce que des fois, on accepte mal que, comment se fait-il qu'ils ont mis ou placé leur père ou leur mère dans un centre d'hébergement. On n'est pas là pour juger. Chacun, il sait par quoi il passe. Mais par contre, on est là pour pouvoir aider cette personne-là et rendre visite quand il le faut. Faire des activités aussi avec certaines personnes en individuel. On a eu à accompagner certains jeunes suite à l'annonce du pronostic de vie du papa ou de la maman. Le jeune, il y
y avait des jeunes qui ont mal accepté vraiment le pronostic et puis on a fait des activités individuellement avec la personne. C'est des sorties qu'on a faites qui ont duré longtemps. Ça nous est arrivé maintenant de sortir en vacances, partir quelque part pour 2-3 jours, là, par exemple. On comprend le jeune avec nous et on s'arrange. Et ça permet vraiment d'établir le lien avec les jeunes. Est-ce que je suis dans le délai ou Oui, je vous donne encore quelques minutes. D'accord. On a aussi remarqué une chose quand on arrive en fin de vie et que la personne est à l'hôpital. Des fois, c'est vraiment, la chambre, elle est, comment dirais-je, c'est froid, triste. La personne, elle est là. On en a même vu des gens, ils n'ont même pas les lunettes avec eux. Même pas un livre, ça peut être un livre spirituel ou un livre de lecture. Même pas des affaires comme ça pour écouter. Il y en a chacun sa culture ou sa religion, qu'est-ce qu'il peut écouter là-dedans. Il n'y a rien. On se dit, comment et ça vient nous chercher. Donc, on essaye aussi d'intervenir dans ce sens-là. Puis, je regarde Luna, qui est là, puis elle qui me propose, Madame Sampara, qui me propose vraiment de décorer la chambre de passion. Elle a un goût artistique, cette fille-là. C'est quoi décorer? C'est peut-être ramener, c'est milieu. Ça va devenir, la personne elle va mourir ici. Hein. Des fois, ça prend quelques semaines, des fois, ça peut prendre quelques jours, ça peut prendre quelques mois, on ne sait pas. On ne sait pas quand la personne elle va mourir. On dit à peu près, les médecins, ils donnent un délai. Mais des fois, ça serait bien de mettre une photo, de ramener un livre, de créer un peu l'environnement qu'elle avait chez elle. Et ça, bon, nous, on est personne d'entre nous qui a une goût artistique. On est vraiment loin que cela, mais on compte beaucoup sur le là par rapport à ça. Mais on peut toujours ramener des choses et aller à la maison de la personne et chercher des choses qui lui appartiennent pour la mettre à l'aise, les photos de sa famille et tout. Ça nous est déjà arrivé, d'intervenir du côté juridique aussi. C'est qu'on voit que la personne, il y a un manquement juridique. Et elle risque d'avoir des problèmes après le décès, soit le conjoint, après le décès du conjoint ou de la conjointe. Donc on essaie de les mettre en lien avec un notaire. Ok, puis il y en a, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, je ne l'ai pas vu, non, il n'est pas là, avec un notaire qui rend vraiment service à nos bénéficiaires, puis il les guide là-dedans. Ça arrive aussi qu'on fasse le rituel de la sépulture, quand c'est vraiment nos bénéficiaires, puis que, comme le cas de madame qui m'a demandé de l'accompagner jusqu'au bout. Donc on fait même, c'est arrivé, lavage mortuaire, puis l'enterrement, puis même pour certaines cultures ou certaines religions, on prend le repas après le décès. Donc ce qui fait, si la personne, sa famille sont prêts de faire le repas, on va assister, mais s'ils ne sont pas capables de faire et que c'est important pour eux, on va le faire pour eux. Ça fait partie du deuil. C'est très important dans certaines cultures, ça fait partie du deuil. Donc ça, on fait appelé communément voilà. Donc on va le faire. On est quand même assez attentif aussi pour les mamans monoparentales qui ont perdu leur conjoint, même les parents monoparentales, mais c'est surtout aussi, on a beaucoup de problèmes avec les mamans monoparentales, avec des enfants de bas âge. Des fois, il y a des déménagements, et ils ont tendance à aller dans des maisons qui ne sont pas adaptées et qui risquent d'avoir des maladies aussi. Vous savez qu'avoir un logement correct, ça fait partie des 14 déterminants de la santé. Donc, parce qu'on risque d'avoir des maladies, attraper des maladies si on n'est pas bien logé. Ça peut être aussi préparer les repas, sortir la poubelle, faire les commissions pour la personne. Aussi, autre chose qu'on fait, c'est l'évaluation de la maison. Quand on voit que la personne est en fin de vie, mais la toilette n'est pas adaptée, le bol de toilette il est trop bas, que la personne a de la difficulté à s'asseoir, elle embarque dans le bain, il n'y en a pas le poignet pour tenir, donc il y a des risques de chute, il y a des tapis qui traînent et tout. Là, on demande, c'est sûr que on demande toujours l'importance d'avoir un lien avec l'infirmière pivot pour mettre des ressources travailleuses sociales, ergothérapeutes, pour venir. Il y a de l'argent au niveau gouvernemental, il faut y aller chercher cet argent-là pour adapter la maison et éviter les risques de chute et permettre à la personne aussi d'avoir une qualité de vie. On ne peut pas changer le diagnostic, mais peut-être on peut agir sur la qualité de vie. Ça, chers les amis. Puis si c'est nécessaire pour certaines personnes, ils nous ont demandé de les accompagner lorsqu'ils vont y aller voir le médecin pour avoir le diagnostic. On ne le fait pas tout le temps, mais si la personne elle le demande, ben on va être là. En fait, ma page, oui, ma page elle est pleine, il y en a d'autres, mais je n'ai pas ajouté parce que la page est pleine. Ok, est-ce que je continue? Ok, ça va y aller rapidement. Aussi au niveau des activités, on fait des activités pour briser l'isolement. On en a eu une activité. Non, je pense qu'il y en a une autre avant. Alors, on a fait de la soupe populaire pour les itinérants de Montréal. C'est
préparer l'activité en tant que telle. Le but de cette activité, c'est justement d'amener nos jeunes à ne pas juger les gens de la société. Les sans-abri, bon, je n'irai pas jusqu'à dire, mais ça peut être même des délinquants qui sont dans des prisons. Tous ces gens-là font partie de la société. Et si on se dit qu'on est une société qui se tient, on n'a pas à les juger. Ils payent ce qu'ils ont fait. Par contre, les sans-abri, pourquoi on voulait que nos jeunes rendre visite aussi, qu'il y allait distribuer un repas chaud et tout, même des vêtements, ça leur a permis de voir qu'ils sont quand même chanceux. On a un toit, on a un repas chaud, on a des parents, c'est la belle vie, là, c'est vraiment parfait. Et je dirais que ça aussi, cette activité avec les sans-abri, c'est... Mon mari, il a déjà travaillé il était bénévole en Algérie, il a recensé à Alger, la capitale, les sans-abri d'Alger. Et donc, c'est les anciens amours de Morad. Il n'aime pas ça quand je parle de lui, mais on est différents. Donc, c'est ça. Alors, lui, c'est sécuritaire pour les enfants parce qu'il a cette expertise. Donc, il leur donne des recommandations, puis il leur dit comment aborder les sans-abri. Et je pense que c'est une activité que nos jeunes ont vraiment adoré et aimé. Il y a une activité aussi dans le contexte pour briser l'isolement. On a fait une activité où on a célébré, le mois de la femme. C'était pas vraiment pour célébrer le mois de la femme, c'est qu'on voulait faire une activité pour briser l'isolement. Puis on s'est dit, on était dans le mois de la femme. Alors, le concept, c'était quoi? C'est de faire un café, de discuter autour d'un café. On a créé une thématique, c'était quoi? On a abordé un sujet, on avait abordé, je pense, les publicités sexistes. C'était très intéressant parce que même nos jeunes filles ont appris beaucoup de cette présentation-là. Et durant le café, c'est qu'on a fait de la diversion. On parle de tout. C'était plus ce sujet-là, mais on a quand même divagué un petit peu, mais vous ne pouvez pas. Mais c'était bien parce que ça nous a permis vraiment de briser l'isolement et d'établir des liens avec d'autres femmes aussi malades. Et de voir, parce qu'il y en a la plupart, quand ils sont venus, tout le monde individuellement, ils me disaient, je pense que c'est une bonne idée que je viens, moi je suis très malade et tout. Puis quand ils ont quitté le siège social, ils m'ont dit, ah, il y en a qui sont pires que moi, hein, il y en a qui sont pires que moi. Donc, ça a été quand même bien parce qu'ils ont socialisé et tout. L'autre activité, on avait fait une sortie qu'on a appelée sortie évasion. On s'est tellement amusé lors de cette sortie-là. C'était les sorties avec les jeunes dans un parc. On a fait un pique-nique. L'idée, c'était aussi de permettre aux enfants malades et aussi aux orphelins. On a, malheureusement, c'est ce quand il y a un décès, que ce soit du papa ou de la maman, ben, il y a des orphelins. Il y a des orphelins. On n'avait pas pensé au début à ce volet, oui, des enfants très jeunes. Donc on n'avait pas pensé à ce volet d'orphelins, mais il est venu, il est là, puis on le prend et on est très content de s'occuper de ces enfants-là, enfin s'occuper, c'est des activités qu'on peut faire avec eux. Et on a fait une activité au parc où on a loué certains modules de jeu, d'autres on les a fabriqués nous-mêmes, enfin nous-mêmes c'est les jeunes, là aussi on n'a pas de temps là-dedans, c'est nos jeunes qui l'ont fait. Et on a fait, on voulait que ça soit aussi inculquer certaines valeurs à nos jeunes, donc on voulait faire la promotion des 16 habitudes de vie. Alors on a fait une marche avec eux dans le parc, puis c'est un parc où la faune et la flore elle est diversifiée, donc Rachid est très bon, c'est un bon biologiste, et a amené les jeunes à observer la faune et la flore. Et on a glissé un message de façon très subtile en disant que la réussite scolaire c'est l'un des meilleurs, c'est un gage très intéressant qui permet justement à nos jeunes, s'ils veulent réussir dans la vie, je pense que la réussite scolaire c'est très important, et on leur a dit aussi qu'ils pouvaient compter sur nous. Je dirais que c'est vrai que vous voyez que c'est des activités collectives. Nous, notre première mission, c'est plus l'intervention individuelle. C'est vraiment l'individuel. Par contre, on fait des activités comme ça parce que même pour nous, ça nous fait du bien. Je vous dirais que ça nous permet de tisser des liens avec nos bénéficiaires. Ça nous permet de voir nos bénéficiaires vivre un moment de joie et de répit. Ça nous fait quelques instants. Donc, c'est gagnant pour les deux. Mais on est plus dans l'individuel. Alors, notre approche, nos prochaines étapes, c'est la formation des bénévoles pour l'accompagnement, justement, un souper bénéfice, éventuellement, et faire des activités pour briser l'isolement. Vous savez que l'hiver, c'est long. Déjà, voyez-vous, on est au mois de novembre et on dirait qu'on est au mois de janvier. Donc, ça va être long. Alors, on a pensé à quelques activités. Ça peut être la cuisine collective, café céramique, fabriquer nos propres produits naturels et tout pour nos bénéficiaires. Puis, tout ça, ça va permettre à nos bénéficiaires de discuter, de faire de la diversion. Et à un moment donné, d'en quitter avec leur produit. Donc, je pense que je suis arrivée à ma dernière partie. Là, je m'excuse, j'ai pris beaucoup plus
de temps. Alors, je passe la parole à Yessi Silhadi. C'est correct? Merci. Ah, oui, justement. Ouais, c'est ton travail. Il oublie que je suis président de l'Assemblée. Merci beaucoup, Nouria, Merci de nous avoir conduits à travers toutes les activités concrètes et variées de l'association. J'aimerais préciser une chose pour lever tout équivoque. Tout à l'heure, Nouria mentionnait qu'on parle, en fait, on réfère aussi des cas à des notaires, des questions que vous savez importantes, et que le notaire devait venir aujourd'hui, mais nous n'avons aucun lien organique avec le notaire. C'est un notaire avec lequel nous nous sommes engagés à nous offrir des services professionnels avec un bénéfice pour le bénéficiaire et non pas pour l'association. Nous ne visons aucun profit avec cela, mais par contre, le notaire a une question, mais nous, en fait, le bénéficiaire est libre de s'adresser au notaire qu'il souhaite. Nous, on attire son attention sur l'importance d'avoir testament, par exemple, et la disponibilité de ce notaire avec un avantage financier, un rabais financier sur la pension. Merci beaucoup, Nouria. J'aimerais juste vérifier une chose. À quel moment interviennent les gens? Après le bilan financier. Parfait. Donc, j'invite maintenant Yessi Silhadi, qui est le trésorier de l'association, à nous faire son bilan financier. Non, ma voix n'est pas mal porteuse. Donc là, moi, j'ai fait, c'est pas j'ai fait, c'est avec la comptable. Je pense qu'elle est. Elle est là, Imen? Elle est là, parce qu'elle m'avait appelé à une petite urgence. Elle a fait un très bon travail. Moi, je lui ai fourni tout le matériel. Et c'est elle qui a consolidé le tout. Donc, moi, je fais juste un résumé de sa consolidation. En vrai, nous, notre association, nous avons deux volets. On a le volet apport, c'est la rentrée d'argent, le volet dépenses. Pour l'apport, on a deux façons comment on a notre argent. On a des dons. Les dons, ça, je ne les ai pas, ici, on ne les a pas numérés. Il y a des dons chèques, il y a des dons en cash. Les dons chèques, c'est chèque, on a les chèques. Les dons en cash, on donne toujours aux gens un reçu. On n'est pas enregistré pour l'instant pour les retours d'impôts, mais nous, pour la traçabilité, on a des reçus avec un numéro, un suivi très rigoureux. Donc là, et on a la deuxième rentrée d'argent, c'est la cotisation des membres. Au début de l'association, nous, notre compte, c'est avec Desjardins. On a ouvert au mois de janvier. Avant ça, comment on a démarré, c'est les membres fondateurs. C'est que chacun a fait un don de sa part. Un don, on avait fait un don de $200 par famille. Donc c'est ça le montant de départ pour les premières activités de l'association. Et par la suite, on a mis en place un processus de cotisation mensuelle. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font de la cotisation. Nous, notre cotisation pour membres, on a fixé ça à $5 par mois. C'est juste symbolique. Il y en a ceux qui le font, qui nous ont donné un montant forfaitaire à l'avance, mais on fait des prélèvements automatiques. Tous les gens qui sont enregistrés, on fait d'un prélèvement, et c'est ça qui fait la cotisation. Donc ça, c'est le volet. Donc en gros, ça, le total cotisation des dons, ça, c'est les dons qu'on a eu en monnaie, en argent. Il y a aussi des dons, il y a exemple, il y a des gens qui ont payé les frais reliés au site. Il y a des gens qui ont payé les frais reliés à l'enregistrement de notre association. Tout ça, on les a inclus là-dedans. Donc tout ça, on a eu un montant de 4 390. Merci. En rouge, pour que ça apparaisse, j'aurais pu mettre en vert. Ça va venir. Ok. Ensuite, on a nos dépenses. Nos dépenses, on a deux volets des dépenses. On a des dépenses administratives, on a des dépenses reliées aux activités. Parmi ces dépenses-là, on s'entend, il y a des dépenses qui ne sont pas récurrentes. Exemple, notre activité du mois de février, lors de lancement de l'association, ça c'est des frais uniques. Ça nous a coûté, exemple, pour organiser tout ça, $974. Ça, c'est les frais pour louer la salle, les frais pour les accessoires et tout. Exemple, on a la vie de Laval, comme aujourd'hui, cette belle salle-là, on l'a louée à $86. Donc, on a les frais récurrents qui sont mensuels. Ça, c'est la téléphonie. Je dirais c'est ça les frais les plus. Et ça, je tiens à remercier la comptable. Elle nous a apporté une lumière là-dessus. Elle a dit, vous devez changer votre forfait. On a un forfait qui nous revient à 35 pièces par mois. Il y a du data, internet. Je ne pense pas qu'on a besoin.
Donc ça, on a magasiné, ça va être revu à la baisse pour ce qui concerne la téléphonie. On a aussi les frais bancaires. Les frais bancaires, ça je vous assure, c'est les plus bas possible. Ça ne revient, je pense, à 3 et quelques par mois, les frais bancaires. C'est avec Desjardins. Là où on a du travail à faire, moi je dirais, même si ce n'est pas beaucoup, mais pour une association, on vise le moindre frais possible. C'est les prélèvements automatiques. Les prélèvements automatiques, actuellement, comme je vous l'ai expliqué, c'est que chaque mois, on fait des prélèvements. Mais ce processus-là, il est fait avec Desjardins. Il y a des frais, ça engendre des frais de 8 pièces par mois. Donc ça, nous, la comptable m'a dit, vous devez vous améliorer maintenant. Ça veut dire là, au lieu de qu'il y ait des frais, on peut faire des virements par intérêt. Parce que ces prélèvements-là, c'est que chaque membre nous donne un spécimen de chèque, un numéro de chèque, on enregistre ça et ça génère un fichier comptable, ça fait des prélèvements. Donc en gros, ça c'est des dépenses administratives, c'est 1440,19. En rouge, c'est juste pour que les chiffres apparaissent. C'est pas pour faire peur. Les autres types de dépenses, c'est des dépenses reliées à nos activités. En tout cas, moi, toutes les dépenses ou les frais, si vous voulez, on a le détail. Mais on voulait vous épargner ça. Donc, on a des dépenses, exemple, lorsqu'on a fait notre activité de soupe populaire au mois de février, quand on est allé visiter les rues de Montréal, là, on a fallu qu'on achète des t-shirts, des accessoires, préparer des soupes, préparer des petites pizzas et tout. Tout ça, les frais sont là. On a les frais de 281, les t-shirts. Le troisième point, retrait au comptoir, ça attire l'attention un petit peu. Ça, je l'explique. Là, c'était une personne qui a fait un don. Il nous a fait un don de 1400 $. Il nous a dit, tenez, je vous donne 1400, 1000 pièces, donnez-le à des gens que vous jugez, que vous savez dans vos entourages, dans votre entourage, qui sont nécessiteux. Les autres, laissez-les pour votre administration. Et même à ça, notre compte, c'est un compte à double signature. Il y a la présidente et moi. Elle ne peut rien toucher sans moi et je ne peux rien toucher sans elle. Donc on est allés tous les deux au comptoir, tous les deux on a signé, on a fait un retrait de 1000 $ et nos liens les a donnés, on les a divisés en 3 parts, 340, 340, 320 à des familles qui étaient, et c'était avant la rentrée scolaire. Donc c'est pour donner une bouffée d'oxygène à ces familles-là. Donc c'est ce qui fait le 1000 $. Donc ce qui fait notre dépense administrative, 1429,42. Donc, ce qui fait, nous, les dépenses, c'est 1400, la somme des dépenses, c'est 2869,61. Notre rapport en argent, c'est 4300. Ce qui fait, au jour d'aujourd'hui, on a 1520 dans notre compte, comme apport que nous avons actuellement. Et ça, on essaie de faire, ça c'est la comptable qui l'a fait. Elle a fait un bon organigramme fromage, graphique fromage. Donc, elle a bien réparti ça. Donc, en gros, si on voit ça, on voit que tous les frais reliés à les dépenses administratives, c'est 32,8. Là, on nous a conseillé, on a des devoirs à faire. Si on peut baisser ça, 32,8, c'est un peu trop pour une petite association, pour le budget que nous avons. Et nous avons 32,6, ça c'est relié à nos activités. Donc, nous, on préférait que la partie rouge augmente et le bleu baisse. C'est mieux. Et ce qui reste actuellement, de ce que nous avons comme apport, il nous reste 34,6% de notre budget. Et pour votre information, on essaie d'être le plus transparent possible. Actuellement, sur le site lui-même, tous les relevés mensuels sont là. Tous les membres, les bénévoles ou les futurs membres ont un mot de passe. Donc on peut rentrer à n'importe quel moment. Vous voulez voir qu'est-ce qui s'est passé au mois de janvier 2018, on rentre sur le site, actuellement il est présent. Dès le début il était présent. On rentre sur le site janvier 2018, relevé, il y a toutes les relevés, les opérations et tout. On a même un fichier de toutes les opérations. Qu'est-ce qui est rentré, qu'est-ce qui est sorti. Donc on essaie d'être le plus transparent possible. C'est ça. Donc je pense que ça fait le tour pour le bilan final. Et je tiens à remercier la comptable, malheureusement elle n'est pas là, elle a fait un très bon travail. Et c'est elle qui a certifié. En tant que membre aussi de cette association, on se la veut comme notre marque de commerce. Les gens nous donnent l'argent, vous avez accès pour voir comment est dépensé cet argent, parce que notre but n'est pas de faire de l'argent. J'aimerais aussi dire qu'une des dépenses qu'on n'a pas vues ici,
Et là, j'aimerais dire merci à la famille Ouchia Kassem, parce que notre siège social, on n'a pas de loyer à payer parce que notre siège social est dans le sous-sol de Mourad et de Nouria. Donc voici ce qui nous est rappelé. Alors évidemment, le deuxième volet de l'association, c'est les jeunes, c'est la relève. J'aimerais maintenant inviter trois personnes qui vont nous dire un peu leurs impressions, comment est-ce qu'ils sont arrivés dans l'association, comment est-ce que, quel est leur feedback en quelque sorte, comment est-ce qu'ils ont ressenti un peu leur vécu avec nous dans l'association. Alors les jeunes, s'il vous plaît, c'est devant, tour de rôle. Je vous demande de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Adem Ouchia et je suis fier de participer en tant que bénévole aux activités qui sont organisées par cette association. Je pense qu'il est important de préciser que j'ai fréquenté auparavant 2 écoles internationales, une à Montréal, celle d'Ambourassa, puis une autre à Laval, celle de Chambéry. Et comme tout programme d'éducation internationale, faire des heures de service communautaire était exigé afin d'assurer l'obtention du diplôme. J'ai donc su m'épanouir en tant que bénévole dans différentes activités, que ce soit dans les cadres communautaires, culturels, sportifs, musicales et j'en passe. Ces différentes activités ont permis d'ouvrir les yeux sur une morose réalité qui touche les jeunes de nos jours. C'est le fait que les jeunes ne s'impliquent pas assez au sein de notre société. Je proviens d'écoles lorsque faire des heures de bénévolat était un impératif et non un choix. De ce fait découle la participation de certains jeunes au sein de notre société. Mais honnêtement, entre nous, combien de ces jeunes auraient réellement participé en tant que bénévoles si le bénévolat aurait été facultatif? Très peu. C'est pour ça que j'insiste et je pense vraiment que c'est nécessaire d'enseigner la valeur du service communautaire aux jeunes le plus tôt possible. C'est un devoir que nous avons à faire si nous voulons améliorer les conditions dans lesquelles nous vivons. Et bien sûr, nous avons des aînés qui font un travail remarquable, qui font du bénévolat à temps plein, même si on veut, et je les félicite. Mais cependant, ils seront forcés à passer le flambeau aux plus jeunes, et c'est pour ça qu'il faut former les jeunes dès maintenant. Et donc, je les encourage à s'inscrire en tant que bénévoles, pas seulement cette association, mais plusieurs associations cherchent des bénévoles. Et donc, voilà. En tant que bénévole ici, j'ai su enrichir mes connaissances, partager avec les autres et aussi acquérir de l'expérience. Et j'en suis entièrement reconnaissant. Et voilà, donc je vous remercie d'être venu aujourd'hui et j'espère que vous allez passer une bonne soirée. Merci. Merci, Delia. Je me présente, je m'appelle Delia Fodil, je suis la fille de ma vie ici, présente. Donc j'aimerais tout d'abord vous dire bonjour à tous et merci d'être parmi nous. Je suis entièrement contente qu'on m'ait laissé le temps de parler pour vous donner un petit feedback de ce que j'ai vécu, de ce que je ressens par rapport en étant une jeune membre bénévole de cette association. Donc je suis consciente que je vis et je suis entourée de gens qui aiment aider, c'est-à-dire ma famille personnellement et entre autres la famille de Tonton Yassine, de Dalila et tous les autres membres de l'association. Donc pour moi, je pourrais dire que c'est naturel en fait de devoir aider et de partager ce que je n'ai pas, ce que les autres n'ont pas et ce que moi j'ai. Donc par exemple, tantôt Maria nous a parlé de la food populaire. Eh bien, j'ai remarqué que dès que je fais une activité avec la famille du Maillon solidaire, je suis toujours contente en revenant à la maison parce que je me dis que j'ai réussi à mettre le sourire aux lèvres des gens et que j'ai peut-être apporté quelque chose de nouveau dans leur vie. Donc, par rapport à la soupe populaire, justement, j'ai eu un peu peur au début d'y aller parce que je me disais que les gens étaient un peu agressifs ou ils n'étaient pas nécessairement propres. Mais Tonton Moulin nous a appris nous a dit une phrase qui est, je cite, derrière chaque personne, il y a une histoire, un vécu. C'est-à-dire que chaque personne, c'était suite à certains événements dans sa vie qu'elle est devenue comme ça. Donc, grâce à cette phrase, j'ai appris à ne pas les juger et à justement les accepter telles qu'elles sont.
Et j'ai été assez surprise de savoir que certains sans-abri étaient capables d'utiliser des ordinateurs. Donc, je ne pensais pas qu'ils étaient instruits à ce point-là. Puis, j'aimerais juste, pour finir, j'aimerais bien juste vous dire que, en fait, quand j'aide les gens, quand j'apporte mon aide envers les gens, c'est vraiment gagnant pour moi. Et si je donne du temps à quelqu'un, si j'écoute les gens, que ce soit par rapport à des gens malades ou justement des orphelins, c'est vraiment gratifiant pour moi parce que justement, j'ai toujours voulu aider les gens et ça m'a toujours fait plaisir d'aider les gens. Donc, merci encore une fois de m'avoir aidé. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Linda Ushia. J'active bénévolement avec le Maillon Solidaire depuis sa fondation. Donc, moi, principalement, mon implication se résume à rendre visite aux personnes malades. Oui, je dois l'avouer, c'est pas tout le temps facile. Souvent, c'est des moments tristes, souvent, c'est pas des moments joyeux. Mais au final, on en tire beaucoup de ces expériences-là. Ça nous permet de rencontrer des gens, de faire des connaissances, de discuter avec eux, puis on en ressort vraiment avec plus de positifs que de négatifs. Je dois avouer qu'au début, c'était pas toujours facile, mais on en tire vraiment plus de positifs que de négatifs, comme je viens de dire. Malheureusement, plusieurs de ces personnes ne font plus partie de nous, parmi nous aujourd'hui. C'est vraiment avec un pincement au cœur que je témoigne de leur absence. Mais, certes, ce que j'ai un petit peu plus positif à vous dire, c'est que cette association-là m'a vraiment permis et m'a donné l'occasion de vivre ces moments-là parce que sans ça, je n'aurais pas pu aujourd'hui vous parler de ça, de un. Et de deux, aujourd'hui, nous sommes très occupés dans la vie d'adulte que nous menons. Ça nous rattrape très vite. On ne se rend pas compte du moment présent ni des gens qui nous entourent. C'est un peu normal, chacun a sa routine, chacun vit sa petite vie. On est tous dans notre petite bulle, mais il suffit juste de lever un peu la tête, puis au final, on se rend compte qu'il y a vraiment des gens qui sont dans le besoin. Il y a des gens qui sont en détresse, puis ça prend pas beaucoup pour les aider. Ça prend juste quelques petites minutes de notre temps, puis ça fait un changement. D'ailleurs, cette démarche de volontariat m'a permis de redécouvrir des valeurs et ça me permet vraiment de faire du bien dans mon quotidien. C'est pourquoi j'invite vraiment tous les jeunes aujourd'hui à s'engager, à mener ce genre d'action parce que ça prend rien, ça prend juste un petit peu de temps et ça peut vraiment changer une vie. Aujourd'hui, je ne peux plus me permettre de fermer les yeux sur ce genre de situation. Bien au contraire, je ressens le sentiment profond. Je sens que j'ai besoin d'agir, je ne peux pas fermer les yeux sur ça et c'est pour ça que vraiment j'encourage tout le monde à donner un petit peu de son temps. Puis, depuis le jour que je suis bénévole avec cette association-là, je profite mieux de ma vie car je connais la fragilité et la valeur inestimable de celle-ci. Merci les jeunes, bravo, merci pour la relève, merci pour tous ces témoignages-là, c'est vraiment touchant. Oui, Madame la Présidente demande la parole. Je voudrais juste vous dire, on n'a pas entendu les discours de la fille de Wally, les deux autres c'est des enfants, on vient de les entendre la première fois avec vous. Bravo, je suis fière de vous. Voilà, on arrive au point suivant qui est la période de questions, si vous en avez, concernant les activités passées à venir ou l'association. Oui, madame, voilà, pardon. Oui, donc je me présente, maman et Sarah. Nouria, je voulais savoir quand est-ce que vous programmez de commencer les formations pour les personnes qui vont être vos bénévoles. En fait, les formations, ça va être pour bientôt, parce que la formation elle est montée. Tout est fait, ça nous a pris beaucoup de temps effectivement. Mais comme on avait à préparer notre première AGD, c'est sûr que nous on fait ça dans notre temps libre, si on peut dire, si on a du temps libre. Puis on voulait mettre tout notre temps sur le niveau de l'heure. C'était prévu qu'on donne la première formation avant notre première assemblée, puis on a dit que ça serait bien d'attendre après. Donc je pense qu'on s'est dit quand est-ce que... En fait, on va commencer par former nos bénévoles, parce que ceux qui ont été formés, ce sont vraiment les membres du conseil d'administration puis les membres fondateurs. On voulait commencer à partir du mois de janvier. Donc, au fond, pour pouvoir bénéficier de cette formation, vous devez être inscrit comme membre au niveau de l'association.
Et par la suite, donc, comme l'expliquait Nouria tout à l'heure, donc, si vous êtes membre, il y a quelqu'un du comité d'adhésion qui va vous contacter si vous voulez être bénévole et un processus à suivre. Justement, par rapport à ça, bon, j'ajouterais, il y a des feuilles qui vont tourner. Ça, vous allez, ceux qui sont intéressés, ils inscrivent leur nom, prénom, adresse courriel, téléphone. Par la suite, il y a des personnes qui vont entrer en contact avec vous. Et par là, vous allez devenir membre de l'association. On va vous expliquer tout ce qui s'ensuit, tout ce qui vient avec. Et de là, on va passer à la formation des bénévoles. Donc, s'il vous plaît, remplissez la feuille qui va. C'est vraiment à disposition. La feuille va circuler. Ceux qui veulent recevoir aussi de l'information, ceux qui veulent rester en contact avec nous aussi. Donc, on demandera les coordonnées. Par ailleurs, une précision importante à apporter, que les bénévoles, pour nous, les gens qui souhaitent devenir bénévoles, évidemment, doivent aussi se soumettre aux conditions qu'on a énumérées dans l'article 2.1.1, je crois, de notre charte, et accepter aussi accepter qu'on transmette son dossier ou ses coordonnées au service compétent de vérification judiciaire. Parce que ça, c'est une démarche légale. Nouria, Madame la Présidente, l'a bien expliqué tout à l'heure, c'est qu'on veut protéger les bénéficiaires, on veut aussi protéger l'association, la réputation de l'association. Donc, aucune personne ne devient bénévole officiellement sans avoir eu une vérification en fait judiciaire. Voilà. Juste pour vous dire, tous les membres du conseil d'administration ont déjà eu. C'est sûr, on ne serait pas là devant vous si on n'avait pas été. Nous avons, pour votre information, nous avons signé une entente avec la police là-bas. Nous avons signé une entente, donc il n'y a pas de frais pour nous pour ça. La police, à vrai dire, nous, on vous fournit, on vous donne un document. Vous allez mettre votre nom, prénom, vos informations, et vous allez cocher que vous acceptez ces vérifications-là. À vrai dire, ça prend une semaine. La police nous envoie le document, que tout est clean, c'est bon. À ce moment-là, voilà tout ça. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est une démarche légale, elle se fait dans toutes les associations qui se respectent. Et pour nous, j'espère que vous comprenez, c'est quelquefois une démarche un peu, peut-être il y a des gens qui vont être un peu hésitants, mais on n'a pas le choix. C'est une condition sine qua non. Merci, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Combien vous avez de membres actifs? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, concernant la réalité. Je dirais qui c'est qui va répondre parce qu'il y en a qui les dossiers sont partagés. Donc, la première question, c'est combien vous avez de membres actifs? Et c'est quoi le processus, par exemple, d'avoir des gens, c'est-à-dire des nouveaux membres? Parce que c'est juste de passer une feuille ou bouche à oreille, vous allez faire, par exemple, pour renforcer votre équipe et avoir plus de gens actifs. Est-ce que vous envisagez de faire, par exemple, des publicités comme ça pour inciter les gens à devenir, parce que la mission elle est vraiment, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça. Aussi, est-ce que vous pensez à renforcer votre activité par des gens professionnels? C'est un autre domaine, par exemple, comme je disais tout à l'heure, avoir quelqu'un de psychologue, c'est quelque chose qui est très lié. Concernant les élections de nouveau moment, moi je n'ai pas souligné ma candidature. Moi, je crois que pour avoir le droit d'être élu comme un membre de SIA, il faut d'abord être bénévole, être membre. Parce que c'est des conditions qu'il faut acquérir. Ça, c'est comme une condition, une proposition. Et pour la dernière question, c'est concernant, par exemple, le suivi que vous faites. Donc, vous conduisez par des malades, tout ce que vous avez mentionné. Est-ce que vous avez aussi envisagé à suivre après la mort? Par exemple, après la mort, comme vous avez cité, il y a des autres programmes. Est-ce que vous avez un plan d'action à long terme, par exemple? Il y a des gens qui ont besoin d'un support pendant 3 mois, il y a 6 mois, il y a un autre. Perdre un enfant de 6 ans et perd son père, ça prend un peu de temps pour qu'il revient dans la vie après le. Merci Khalid, on va te laisser le temps pour les questions parce que là tu en as posé plusieurs. Il faut qu'on se répartisse aussi pour répondre, mais c'est bienvenu, c'est vraiment. Moi je vais répondre sur quelques-uns, puis tout ce qui est technique et tout ce qui est charte et ces affaires-là, c'est moi c'est plus terrain. Premièrement, par rapport, est-ce qu'on garde un lien avec nos membres, les gens, nos bénéficiaires? Oui, on
garde un lien avec nos bénéficiaires et on est très fiers de garder ce lien avec nos bénéficiaires. Ils deviennent ils font partie de notre association, puis des fois ces gens-là ils veulent s'impliquer, ils sont bienvenus pour s'impliquer. Mais on les oublie pas, on les oublie pas, mais on les invite à chaque fois, ils sont là. Pardon? Il y en a qui sont là. Ben oui, il y en a qui sont ici aussi dans la salle. Donc T'as pas posé tellement de questions, mais Tu as commencé par tu as commencé par parce que la dernière c'est qui m'est resté dans la tête. Combien de membres actifs? Ok, pour les membres actifs. Pour les membres actifs, je te dirais, à vrai dire, maintenant, c'est de notre entourage le plus proche, je te dirais en une trentaine peut-être. Une trentaine, c'est ça, trentaine. Parmi les trentaines, il y a des bénévoles, il y a des membres cotisants, il y a des non cotisants parce qu'ils n'ont pas toute l'information. Mais sur le terrain pratico-pratique, on est une trentaine. C'est selon les événements. Par exemple, quand il y a un décès, un truc comme ça, on est plus que 30. Quand il y a pour visiter les malades et tout, là, pour l'instant, on n'a pas propagé ça à tout le monde, parce qu'il faut un bagage. On ne peut pas, parce que les gens qui sont là, on doit encore les former. Malheureusement, on a été pris par le temps, puisque tout ce qu'on a cité, on n'a pas eu le temps de former tout le monde. Mais actuellement, ceux qui rendent visite aux malades, c'est des gens qui ont été formés. Mais il y en a d'autres qu'on n'a pas encore formés, mais une fois qu'ils sont formés, on va leur donner pour visiter. De 1, de 2, nous actuellement, cette formation que les madames sont en train de préparer, qu'elles ont préparée, elles nous l'ont donné à nous. Nous, tout ce qui est dossier suivi, on est en train d'informatiser tout ça. Tout ce qui est suivi, dossier, nombre de cas, dossier, tel, ça, c'est un projet que nous sommes en train de réaliser pour faire ça informatiquement. Ça veut dire que toi, comme bénévole, tu es associé au dossier X. Ce qu'on avait préparé, c'est que toi, tu peux, par Internet, rentrer sur le site et mettre toute l'information. J'ai été visiter tel bénévole, j'ai fait ça, mais tu auras accès juste le cas qui t'est assigné. Donc tout ça, c'est pris en charge. Donc ici, j'ajouterais aussi, en fait, c'est ça, j'ai oublié de dire dans ma présentation, c'est que nos bénévoles vont avoir un code, ils vont y aller remplir une fiche d'évaluation, enfin une fiche d'intervention, on dirait. Parce que quand on rend visite, quand on leur demande d'aller rendre visite à un patient, il ne faudrait pas qu'ils restent avec l'information. Puis moi, ou les autres membres du conseil d'administration, comment faire pour savoir qu'est-ce qui s'est passé lors de cette visite. Durant la formation, on va parler aussi de la pyramide de Maslow, où on parle des besoins de base, qui est manger, respirer, uriner, avoir un toit. Puis je peux vous dire que ça vous paraît quelque chose. Déjà, un patient à qui on allait rendre visite, et que le patient, juste de poser la question comment ça a été, alors ça va. Si on a un lien établi avec le patient, de voir est-ce qu'il mange, parce que des fois le frigo est vide, est-ce qu'il élimine, est-ce qu'il urine, est-ce qu'il va à la selle, ça c'est très important. On a un patient que, suite à une question, puis c'était sa sœur là qui pose la question à un frère, qui lui dit, son frère lui dit non, ça fait 4 jours que je n'ai pas uriné. 4 jours que tu n'as pas uriné. Donc ça ne nous vient pas à la tête de poser une question pareille à la personne de décédée, c'était une insuffisance rénale très très grave. Mais pour vous dire, c'est la pyramide de Maslow, c'est des besoins de base. Donc moi, une personne, quand elle va y aller rendre visite, que toutes ces informations, nous, on n'a pas accès, comment faire pour savoir que notre bénéficiaire, il va bien, il va pas bien? Donc on va leur demander de remplir cette fiche. On a déjà la plupart des cas qu'on a suivis, tous les cas qu'on a suivis, ils ont déjà une fiche, c'est établi, puis il y a des dossiers qui sont fermés. On a fermé parce qu'il y a eu un décès éventuellement. Mais c'est ça. Si je reviens à votre question par rapport aux professionnels, maintenant, si on a un psychologue, on évolue, à un moment donné, peut-être qu'on va évoluer jusque-là, mais pour le moment, nous, on réfère, quand ça demande une compétence d'un professionnel, on réfère au professionnel. On ne va pas au contraire, on est très connecté avec ce qui se passe au niveau des services santé sociaux. Là, c'est très important, il y a des CLSC. Il y a des choses que c'est au CLSC de prendre le patient en charge. Mais on sera peut-être un intermédiaire, puis on va juste peut-être éclairer les lanternes de notre bénéficiaire pour lui dire appelle l'infirmière ou appelle le CLSC. Mais c'est sûr, si ça demande vraiment de l'intervention d'un professionnel, on ne joue pas avec ça, là, on n'est pas des professionnels dans tous les domaines, donc on va arriver. Oui, effectivement, on ne veut pas se substituer justement aux professionnels, ça il faut faire vraiment attention là-dessus. Il y avait une autre question, une de vos nombreuses questions, puis je vous en remercie beaucoup, c'était le plan à long terme. Vous avez parlé d'un plan à long terme, étant quand il y a des orphelins et tout ça.
C'est sûr que notre plan, c'est de l'accompagnement jusqu'au bout, tant que la personne en a besoin. On ne peut pas avoir un plan d'action figé ou bien établi, parce que ça dépend vraiment des cas. Il y a des personnes qu'on a accompagnées pendant peut-être une année de temps après le décès d'un proche. Il y en a qui c'est un petit peu plus que ça. Ça dépend aussi du besoin de la personne. Donc c'est pour ça que Nouria parlait tout à l'heure de réévaluation en continu. Donc on réévalue les cas, puis on voit s'il y a un besoin. Puis à un moment donné, c'est sûr que les gens sont prêts à réaffronter la vie, puis à réintégrer une vie normale. Donc à ce moment-là, nous, on se retire en douce. Par contre, on les invite régulièrement. Moi, j'ai juste l'exemple où on a suivi des jeunes orphelines, puis on les a invités à la marche contre le cancer. C'était une marche qui était organisée par la Société de l'Informe Canada. C'est ça, Association de l'Informe Canada. Donc, le Maillon Solidaire a participé à cette marche pour soutenir la cause du cancer. Puis ces gens-là, ces orphelines-là qui avaient perdu leur père suite à un cancer ont beaucoup aimé participer à cette activité de marche, qu'ils ont beaucoup apprécié. C'est sûr qu'elle remonte la pente petit à petit, puis nous, on se retire petit à petit. L'autre volet, tu permets, Fawzi, l'autre volet, c'est la mentionné qui pourrait devenir membre du conseil d'administration. Notre charte, elle prévoit justement que pour devenir membre du conseil d'administration, il faudrait minimalement avoir exercé, avoir collaboré, mettons, avoir participé à nos activités durant une année. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a prévu, c'est très important pour nous. Quant aux principes généraux de fonctionnement, je pense qu'il y a deux principes que nous faisons nôtres, à savoir, on avance à petits pas. Bon, ça fait juste une année, et je pense qu'on a fait beaucoup de choses en peu de temps. Donc on y va par petits pas. On n'a pas l'intention immédiatement d'ouvrir, mettons, de faire des campagnes publicitaires pour recruter des masses de personnes d'intervenants. On n'a pas les moyens pour les gérer. Vous savez, vous avez vu notre budget, vous avez vu ces choses-là. Mais ça s'en vient. En fait, on y va par petites doses. Nouria, on a parlé tout à l'heure sur les professionnels. On peut faire appel à les professionnels, mais à condition qu'ils soient bénévoles aussi, parce qu'on n'a pas les moyens de payer une intervention d'un thérapeute à long terme. Et enfin, nous sommes une association à caractère humanitaire. Donc nous voulons, on l'a dit dès le début, nous ne voulons pas non plus nous enfermer dans une communauté précieuse. Il se trouve que le bouche à oreille fait en sorte qu'on se retrouve beaucoup entre communautés nord-africaines, donc tunisiens, algériens, marocains, beaucoup. Mais nous avons aussi des personnes issues de l'Asie du Sud, nous avons aussi des Québécois qu'on a suivis, et nous aimerions vraiment sortir de ce cercle un peu limitant. Voilà, je pense qu'il y a une question avant toi, Fawzi, qui vient de... D'abord, je vous dis merci, je vous félicite, vous faites un excellent travail, vous êtes humain et puis c'est contagieux. On a envie de s'approcher le plus possible. Moi j'ai une question, est-ce que pour être bénévole, il faut être membre d'abord? Techniquement, c'est pour reprendre un peu l'expression de Nouria, nous avons deux sortes de membres. Il y a des membres cotisants, actifs en quelque sorte, qui souhaitent y aller sur le terrain rencontrer les bénéficiaires. Et il y a des membres non cotisants, c'est-à-dire qui ne payent pas le 5 $ par mois et qui évidemment ne peuvent pas rentrer sur le conseil d'administration parce qu'il y a des limites, il y a des droits, il y a des avantages qui viennent avec le membership et évidemment des limites. Donc un membre cotisant, un membre actif cotisant, il a le droit de voter à une assemblée pareille, par exemple, mais un membre non cotisant, il a le droit d'assister, mais il ne votera pas, par exemple, il n'a pas le droit de vote. Un membre cotisant, au bout d'un certain temps, il peut prétendre rentrer au conseil d'administration. Un membre non cotisant, ça n'est pas le cas. Mais un non cotisant peut être bénévole. Oui, c'est ça. Oui. À la condition sine qua non que vous acceptiez qu'on fasse les vérifications judiciaires. Voilà, merci. Effectivement, un non cotisant peut être bénévole. Fawzi. Donc, un grand bravo à tous pour tout ce que vous avez créé. Très, très ému par le témoignage de 3 jeunes. Et je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais la chose la plus extraordinaire que vous avez créée, c'est ça. Moi, j'ai été très, très, très ému. Je suis encore ému. C'est pour ça justement que le volet jeune
pense qu'il y a une question à vous. Oui, c'est juste pour vous dire premièrement bravo pour tout ce que vous faites. Et puis ma question c'est juste de clarifier plus, c'est quoi la mission d'un membre et la mission d'un bénévole? Être membre et être bénévole, c'est quoi la différence? C'est quoi la mission de chacun? C'est peut-être juste au niveau que le bénévole, c'est lui qui va plus être sur le terrain, quoi, voyez-vous. Et le membre, vous pouvez être membre sans aller sur le terrain, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas capables, ou n'ont pas le temps. C'est un appui moral pour nous. C'est un soutien moral pour nous et financier. Vous nous donnez un petit montant d'argent, on l'apprécie. Je pense que c'est la question de tout le monde. Merci. Je vous dirais, là, il y a du monde qui m'ont dit, écoute, Nouria, c'est très noble ce que vous faites, mais vraiment, j'ai pas le temps. Par contre, je pourrais cotiser, et si vous faites des levées de fonds, vous faites des activités, appelle-moi. Si je suis disponible, je vais venir. Donc, puis on comprend, on n'est pas là pour juger personne. Toute personne a sa place dans cette association, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être à travers les jeunes, ça peut être cotisant, ça peut être non cotisant, mais il vient travailler avec nous, il retrouve ses manches. Ça peut être tout, et on a besoin à tous les niveaux, et on a vu du monde qui nous ont dit, écoutez, nous on vous aide, s'il y a quelque chose, dites-nous, on va vous aider financièrement, mais malheureusement, je ne pourrai pas. C'est pas parce que je ne veux pas, parce que je ne pourrai pas. Mais au moins, on sait que ces gens-là, ils existent, ils sont là, puis on peut faire appel à eux. Merci Nouria, je crois qu'il y a d'autres questions. Merci. On prendra les questions, oui. Oui, je suis vraiment très ému du travail que vous êtes en train de faire. C'est vraiment touchant au fond de mon cœur. Mais bravo. Je joins ma question à celle de madame. La différence entre bénévole et puis membre de CA et tout ça, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous prévoyez à, mettons, un bénévole qui vient d'être adhéré dans votre association? Et puis les fragiles, comment vous allez l'accompagner? Admettons s'il est auprès d'un malade qui est grave, et puis il est très sensible, et puis il est là malgré lui, mais à un moment donné, il va basculer d'une minute à l'autre. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi la base pour l'accompagner? Par contre, pour le garder, pour qu'il suit avec vous? Moi, je pourrais répondre à cette question. Premièrement, la formation. Et en même temps, en donnant la formation, on évalue un petit peu le monde. On fait une entrevue d'embauche. Il y a une entrevue qui va se faire. Et lors de l'entrevue, on va mettre la personne à l'aise. Et ça, c'est du 1 pour 1. Puis on va y aller avec des questions un peu plus pointues pour voir la personne, où est-ce qu'on la voit et où est-ce qu'elle peut se sentir à l'aise. Il y en a qui vont dire, regarde, moi, j'ai aucun problème, je peux t'aller accompagner les patients et tout. Même celle qui dit que moi, j'ai aucun problème, elle n'ira jamais la première fois toute seule. Il y aura toujours quelqu'un qui a l'habitude d'y aller, qui va y aller avec elle et qui va l'observer pour voir comment elle réagit. Parce qu'il y en a qui disent, oui, moi, ça je ne vais pas le nommer, mais ils disent, moi, je suis capable, puis ils s'évanouissent. C'est vrai. Donc, c'est humain, hein, parce que des fois, on le dit, mais dans la réalité, c'est autre chose. Il y en a qui, c'est juste des activités, ils vont participer. Merci. Il y a plein de questions, on est très... Par rapport à la question. Moi, je suis membre et bénévole. Je suis en plein là-dedans, mais je suis pas capable. Je suis malade juste après. C'est ça, je parle. Mais je suis active sur d'autres terrains. D'autres terrains, c'est ça. Surtout sur le volet gâteau. Et vraiment, juste si vous permettez. Juste si vous permettez. Merci. Donc la prochaine question. En fait, c'est pas une question, c'est un petit témoignage justement pour répondre à deux volets par rapport à la dame qui disait c'est quoi la différence entre un membre et puis un bénévole. Eh bien, moi, je peux vous dire que je ne suis pas un membre, je n'ai pas cotisé encore, j'ai le goût de le faire, mais je ne l'ai pas encore fait. Mais je peux dire qu'à quelques fois, j'ai pu accompagner Nouria, où elle m'appelle par exemple à 7h, 8h, est-ce que tu peux m'accompagner? Je vais aller, puis à quelque part, puis je l'ai fait. Je me rends compte, je n'ai pas fait beaucoup de choses, mais j'ai pu visiter quelques personnes avec elle. Mais en même temps, Nouria m'avait sollicité quelques fois à faire, par exemple, le rituel du lavage d'un mort, par exemple, et je ne pouvais pas. Puis je lui avais dit non, puis elle avait respecté ça, puis j'ai dit
sinon tu m'épargnes, je ne peux pas. Elle le fait, mais elle ne m'a pas fait pression. Elle m'a dit c'est correct, tu ne vas pas le faire. C'était ça, ça se fait dans le respect. Merci. Oui. Dans le fond, c'est un témoignage, c'est des bravos, c'est excellent ce que vous faites et tout. Tout à l'heure, si vous avez parlé de la performance financière, vous êtes performant. Parce que la performance, on l'évalue selon les conditions. C'est la première année de lancement de l'association. J'ai fait un lien avec le rapport d'activité, 700 heures de travail, des activités. Parfois, on peut faire 2 cas, mais qui sont lourds, qui vont nécessiter plusieurs heures. Alors, les statistiques sont bonnes, la performance, elle est là. Puis, vous avez le non récurrent du 974 de lancement. Donc, vous êtes très performant, vous êtes loin du temps de Moi, ce n'est pas une question, je voulais juste vous remercier, vous dire bravo. Moi, autant que journaliste, il y a beaucoup de médias ici, vous n'avez jamais cherché à faire une médiatisation, c'est ce que je veux dire ici. Il y a beaucoup de personnes qui ont des associations qui cherchent à faire la médiatisation. Moi, personnellement, avec Madame Moulier, je l'appelle, je veux faire une émission avec vous, il travaille dans le calme, la discrétion, c'est ça, c'est ce que j'ai aimé ça, ils sont solidaires entre eux, c'est ce qui est important. Quand on voit une association qui est solide, ça réussit. Et je dis bravo, récolter des fruits, c'est vos enfants. Oui, encore bravo. Merci beaucoup. Allez-y, madame. Est-ce qu'on peut aborder le volet pour les jeunes? Ou est-ce que vous allez là? Parce que moi, je m'intéresse à l'adhésion des jeunes. Comme nos enfants, à partir de quel âge ils peuvent adhérer? Et c'est quoi le chemin à prendre? Comment ça fonctionne pour que nos jeunes puissent adhérer? Pour les enfants, c'est sûr que ça prend un certain âge quand même. On essaie de les protéger. Hein. On ne peut pas. Pardon? Ils ne sont pas exposés. Ils ne sont pas exposés, effectivement, ils ne sont pas exposés. Pour ceux qui ont été, maintenant, au niveau d'activités auprès des sans-abri et tout, il y a eu beaucoup de. Moi, on les a rencontrés à l'avance, on leur a donné des directives, puis on a ciblé, on a des jeunes de différents âges, donc c'est pas. Nos jeunes, là, ils ne vont pas se mettre en groupe, là. Maintenant, je ne sais pas, Adem, ils ont un certain âge, donc ils vont surveiller les autres, les plus jeunes, ils vont être plus à côté. C'est pas parce que, même s'ils ont des amis dans le groupe, mais chacun, puis nous, on est là aussi. Mais sérieux, on fait quand même attention avec les plus jeunes, parce que déjà la maturité cérébrale par rapport à ça, puis elle n'est pas encore là. Elle n'est pas encore là. Par contre, je me dis, quand ils vont voir leur papa et maman poser des actes comme ça, déjà là, vous allez transmettre. C'est parce que des fois, on cherche toujours à y aller, le résultat, on se dit oui, nos enfants. Mais nos enfants, oui, nos enfants, c'est nous aussi. Nos enfants, ils nous observent. Quand l'enfant, il voit, puis c'est vraiment loin de se prétendre de quoi que ce soit. Vous êtes contagieux. Vraiment loin de ça. Mais on a toujours fait du bénévolat. Je parle de mon couple à moi. On a toujours fait du bénévolat en Algérie. Puis c'est comme les enfants, c'est comme ils n'ont pas de choix quelque part. Ils sont nés là-dedans, ils voient ça. Vous avez parlé de la contagion. Et c'est vrai, c'est très contagieux. Alors, c'est plus ça. Mais quand ils sont trop jeunes, elle a des enfants qui sont jeunes. Et Bernard, Yessine aussi, des enfants qui sont très jeunes. Oui, alors on essaye ils viennent les plus vieux, les autres ils sont là quand c'est du fun, dans des activités de groupe, c'est le fun et tout, ils sont là, ils jouent. Oui, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est, ils sont en train de jouer, mais quand il s'agit de rendre visite ou des choses comme ça, c'est sûr qu'on les protège. C'est sûr qu'on les protège à travers ça. Ou bien quand il y a une crise, ça arrive hein, qu'il y ait une crise, une famille qui va très mal et tout, qu'on convoque les membres du conseil d'administration, ben ça on ne veut pas que les enfants entendent qu'est-ce qu'on dit parce que c'est très lourd, c'est très lourd ce qui arrive. Puis c'est des décisions qu'il faut prendre vite et tout, mais pour conclure, on n'a pas le choix, parce qu'une des caractéristiques de l'association, c'est que nous adhérons en famille. Donc, on est là avec nos épouses, on est avec les maris et tout, donc les enfants aussi sont avec nous. Mais elle l'a bien résumé, les plus jeunes ne sont pas exposés à des cas de maladie. Par contre, des actions bénévoles comme ça, sortir avec d'autres enfants de leur âge ou de la soupe populaire, pour ceux-là, ils sont les bienvenus, avec un encadrement double, c'est-à-dire le plus vieux encadre les jeunes et nous par-dessus. Voilà, je pense qu'il y a une autre question de monsieur. Ma question, c'est pour le bilan financier. Je m'excuse, je n'ai pas bien suivi
trésorier, parce que j'ai resté bouche bée en face des chiffres que j'ai vus. Vraiment, un grand chapeau à vous, parce que les chiffres que j'ai vus, c'est un budget trop serré, et je connais très bien comment ça fonctionne, les associations. Donc, moi, personnellement, quand j'ai vu 1500 qui restent dans votre corps, c'est ça 1540, si je me rappelle très bien. Je pense que c'est un grand défi qui va avoir le prochain CA, parce que si vous ne pouvez pas penser de trouver d'autres sources financières solides, vraiment ça va être un grand défi. Donc ma question, est-ce qu'il y a un projet pour avoir d'autres sources financières? Parce que si vous restez juste à apprendre les banques, je ne pense pas que ça va fonctionner. Je sais pas, on a pensé. Moi, c'est. Le projet, on va faire une levée de fonds éventuellement, mais je laisserai peut-être Yacine élaborer un peu plus. Pour te répondre, nous on marche avec les moyens du bord. À vrai dire, ce que actuellement tous les gens, les bénévoles qui sont là, tous ils donnent leur cœur. Au début, on n'avait même pas de compte, et je pense qu'on va toujours fonctionner comme ça. Je ne pense pas que ce soit le truc financier qui va nous bloquer, parce que la cause est tellement noble qu'on peut donner dans notre argent. Déjà, le fait de donner de notre temps, c'est inestimable. Ça, c'est sans prétention. Donc, le volet argent, on roule selon les moyens. Et on est sûr que ce qui va venir, c'est des jours meilleurs. Je sais que la cause, elle touche tout le monde, c'est tout le monde va nous aider. Ça, de deux, nous, notre aide, ce n'est pas financière. Actuellement, c'est des activités. Quand le budget, parce que pour vous donner un exemple, aujourd'hui on a fait notre trajet, moi j'avais X en tant que trésorier, j'avais exigé des membres que chacun me ramène sa facture. Il faut que je cours après pour avoir une facture. Tellement ils croient à la cause. Donc moi je pense que 1500, il ne faut pas oublier, c'est 1500, c'est presque 34% qui restent. 34% qui restent dans la première année. Je pense que c'est pas mal bon, et je pense que de ce qui va s'en venir, je ne sais pas, c'est mon opinion, c'est notre façon de voir. Même si c'est un bon point, oui, on doit trouver d'autres sources de financement, mais je pense qu'on va aller très très loin. En fait, c'est un projet pour l'année 2019. On n'a pas encore réfléchi d'une façon concrète pour comment que ça va se produire sur le terrain. Mais c'est une activité juste éventuellement pour renflouer nos caisses, pour une activité précise. Parce que comme on vient de le dire, l'argent, c'est vraiment pour financer les activités ponctuelles, collectives. Sinon, on a la main proche du portefeuille. Je veux dire, pour vous dire que ce n'est pas un obstacle. L'argent pour nous n'est pas un obstacle. On veut faire des choses, on est capable d'en faire, on en fait. Et puis, avant de donner la parole peut-être à l'autre, je vais juste faire le mot sur ce qu'il dit, Wally. Il faut comprendre aussi qu'on a beaucoup à faire à des gens qui sont malades. Les soins sont garantis par le service de santé. Écoutez, c'est peut-être vous pensez que c'est difficile d'avoir accessibilité. Oui, je suis d'accord avec vous, pour y aller à l'urgence, c'est difficile d'avoir l'accessibilité. Mais une fois que la personne a un diagnostic, elle est prise en charge pour ce qu'il en faut. Il y a même de l'acharnement thérapeutique. Alors moi, je ne vois pas pourquoi on va donner de l'argent à une personne qui a déjà des soins qui sont offerts par le système. Puis en même temps, c'est une question de crédibilité. Il y a du monde qui vont appeler pour me dire, Nouria, tu ne veux pas qu'on cotise? Non, mais c'est bon, pour le moment, c'est bon, parce qu'on a eu des décès où on a sollicité les gens les plus proches, mais une fois que c'est fini, on a pu enterrer la personne, on arrête là. Et les gens, sérieux, là, des fois, c'est l'inverse, on dirait c'est eux qui me font de la pression pour cotiser. Je leur dis, c'est bon, on a pu faire ce qu'il y a à faire, on va laisser ça pour la prochaine fois. Cette même personne, vous pensez que demain, si je l'appelle pour lui dire, écoute, je m'excuse, mais j'aurais besoin de $10 de ta part, est-ce que tu peux cotiser avec nous? Vous pensez qu'elle va me dire non? Non, je pense pas. Je pense qu'elle va dire oui. Et c'est parce que pourquoi elle va dire oui? Parce que c'est la crédibilité de l'association. C'est qu'on cible les besoins et on demande pas ce qu'il faut. Et Nouria avait parlé au début justement d'un changement au niveau des mentalités. Ça, c'est très important parce que malheureusement, qu'on le veuille ou pas, dès qu'on pense à quelqu'un qui est dans le besoin, on a l'impression que c'est un besoin financier. Et on le voit aussi, que ce soit dans notre communauté ou ailleurs, donc les gens sont donnent facilement de l'argent.
Mais nous, on essaie d'expliquer qu'il y a d'autres besoins. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de beaucoup plus que ça, que vraiment d'une enveloppe d'argent. Merci, Smida. Il y a encore des questions à Oui, allez-y. Oui, absolument. C'est le temps. C'est le temps que exactement. Donc, donner de l'argent, c'est facile. J'ai l'impression tranquille de donner de l'argent alors que c'est dernier du besoin, en fait, l'association. L'autre revanche, par rapport au soutien des églises, moi, je le vois plutôt pas comme une façon d'aller chercher de l'argent, et puis pour se faire connaître, c'est plus dans ce sens-là. Oui. Pourquoi pas en faire un projet plus grandiose et Au fait, il y a des objectifs primaires et des objectifs secondaires, c'est sûr que l'un ne va pas sans l'autre. Merci. Alors, moi, Oui. c'est juste pour faire, du coup, sur ce qui s'est dit là au sujet de l'argent. Moi, je me dis, il y a eu 700 heures de travail. Donc, si on met juste $20 de l'heure, on est à 14 000. Donc, on a mis un budget. Il y a encore une question. Oui. Mais dans le fond, le volet financier, c'est sûr que ça rejoint ce que tout le monde a dit, mais c'est plus pour le long terme. On veut que cette association qui a pris naissance il y a une année, qu'elle dure aussi longtemps que possible. Vous êtes membre, vous êtes très actifs et tout, mais la vision à long terme, c'est chercher un financement pour libérer le sous-sol de nos liens. C'est vraiment les ressources humaines pour que vous puissiez vous engager, pour qu'on puisse tous s'engager dans cette belle cause. Parce que sinon, avec le temps, c'est les besoins aussi. Mais avec le temps, c'est eux. On espère qu'avec le temps, ça va être les jeunes qui vont prendre la relève. J'ai une question aussi dans la salle. Merci. C'est ça que je veux dire, parce que vous avez répondu à la question, c'est pas pour. Il faut chercher de l'argent, pas pour dans des endroits. C'est comme Khalid il a dit, parce qu'on pensait à agrandir l'association. Si on veut agrandir les activités de l'association, on va avoir besoin d'argent. C'est pas pour donner, parce que les personnes que vous travaillez avec eux n'ont pas besoin d'argent, puisqu'ils ont besoin d'un soutien. Donc, comme il a dit, c'est ça mon objectif. Merci. Par contre, je vous dirais qu'on sera très heureux si vous cotisez $5 par mois. On vous invite ça, parce que je vous dis, on a peut-être des bénévoles, il y a des bénévoles qui ne travaillent pas. Puis vous savez, les hôpitaux, là, le stationnement, ça coûte quand même des sous. Mais on ne veut pas que la personne commence à tourner dans les rues pour trouver un endroit pour stationner. Ça peut être juste ça. Donc, c'est sûr que ça serait nous, ça nous rassure parce qu'on se dit, à chaque mois, il y a une petite somme d'argent qui rentre, donc on a un petit coussin, on est... Mais ça aussi, vous pouvez aller chercher de l'argent pour le stationnement. Il y a le centre d'action bénévole de Saint-Laurent qui donne les passes pour Merci de nous donner des indications parce qu'on ne les connaît pas. Oui, il y a encore une question. Moi, une question, c'est juste le défi pour ça fait 1 an, et ce que vous avez fait pendant 1 an, je crois que c'est vraiment un défi. Le troisième gros défi, c'est par contre d'assurer la continuité dans des associations. Et parce qu'une association qui a commencé avec 30 membres et après 2 ans, il va rester 15, ça c'est un gros problème. Donc c'est d'assurer la continuité dans des associations, avoir 100 membres, ça veut dire que vous allez faire plus d'activités. Vous avez des gens qui ont mis plus de temps pour le lancement de l'association, maintenant ils vont avoir moins de temps, donc ça va équilibrer un petit peu les choses. Et aussi, c'est pas méchant d'aller chercher de l'argent aussi, hein, parce que l'argent va pas servir pour faire autre activité que des fois, il y a des activités, c'est planifié, mais on ne peut pas les faire parce que c'est trop d'argent. Et pour terminer, c'est que nous, moi, depuis que je suis là au Canada, c'est que ce que j'ai vu circuler sur quand il y a un décès, on envoie un message, c'est pour collecter de l'argent. On donne à la personne, à la famille de la personne qui est décédée, on lui donne une enveloppe d'argent, et ça s'arrête là. Ça s'arrête là, alors que la famille n'a pas besoin d'argent. La plupart, ils ont une assurance vie, il y a des trucs, donc la fin, c'est que d'abord, ce sont parents qui va assurer la continuité, qui va assurer le support moral à cette famille, c'est important. Et pour finir, c'est que aussi des gens qui sont habitués à aller donner et après pour lui, il a fait son devoir. Alors que son devoir, c'est de mettre la main dans la pâte et aider à faire Merci beaucoup. Je pense qu'on arrive
On est professionnels, on est très fort. Moi, je voulais juste ajouter une précision par rapport à votre question, monsieur, pour le délai pour être membre du conseil d'administration. C'est sûr que mon ami Wali l'a expliqué que c'est 1 an d'activité au niveau de l'association. Mais vu qu'on commence, justement, le conseil d'administration nous donne aussi le droit de déroger un petit peu à cette règle-là. Donc moi, je vous dis, s'il y a des gens qui veulent présenter leur candidature, vous êtes les bienvenus. On va vous rencontrer, on va y avoir des rencontres avec les membres du conseil d'administration. Mais vous êtes les bienvenus si vous voulez déposer votre candidature. Voilà, merci. Merci à vous tous encore une fois. Vraiment, du fond du cœur, nous vous remercions de vous être déplacés, d'être restés si tard, parce que quand même il est 4 heures, et d'avoir posé beaucoup de questions. Tout cela, c'est des messages réconfortants pour nous. C'est très rassurant pour nous. Permettez-moi de remercier encore une fois cette équipe. Merci du travail que vous faites. Continuez. Vous avez du support moral, mais stress ici présent dans la salle. Et puis, Inch'Allah, à l'année prochaine. Merci. Juste pour vous dire, il y a les conseillers qui vont rester ici avec les membres fondateurs. Donc, si vous voulez qu'on jase autour d'un café,